Bonjour YouTube, j'aimerais vous parler aujourd'hui de Frankenstein de Mary Shelley. Frankenstein, c'est ce roman-là que vous avez peut-être ou peut-être pas lu, mais en tout cas, il me semble que vous connaissez a priori tous la légende du monstre de Frankenstein. Effectivement, Frankenstein n'est pas la créature en elle-même, mais la créature du docteur Frankenstein. Mais plutôt que commencer à vous emmerder comme ça avec des détails, déjà remontons aux origines. Pourquoi Frankenstein? Quand est-ce que c'est né? Donc tout d'abord, revenons aux sources de Frankenstein. Donc comment le roman est créé? Donc en fait, il s'agit de l'autrice Mary Shelley qui, à l'époque, pour ses 19 ans, est partie en voyage en Suisse avec celui qui sera plus tard son futur mari et un ami, Lord Byron. Je reviendrai dessus. Et tous les trois sont partis à la montagne. Et une fois là-bas, en fait, ils se sont dit qu'est-ce que serait un voyage en Suisse et comme ça, en pleine nature, sans une histoire d'horreur. La base, juste la base. Et donc à ce moment-là, tous les trois étant un petit peu écrivains, ils ont décidé d'écrire chacun une petite nouvelle pour justement faire frissonner les autres. Alors du coup, là je reviens sur Lord Byron, celui-ci écrira du coup une petite nouvelle qui s'appelle Le Vampire. Le Vampire qui plus tard du coup inspirera apparemment Dracula de Bram Stoker. Donc de son côté, à elle, Mary Shelley a écrit ce qui sera le début de Frankenstein. Donc c'est bien plus tard par contre qu'elle en fera un vrai roman de cette longueur-là qui est... Voilà, il y en a... Ouais, il y a 300 pages. Hein. Donc évidemment, de base, elle n'avait pas les 300 pages d'un coup. Donc juste, c'est au fur et à mesure, elle s'est dit que finalement, il y avait vraiment un truc à faire dessus. Et du coup, elle a commencé à étoffer le récit. Mais le produit fini de cette affaire, ça donne quoi? Je vais vous raconter justement le synopsis de Frankenstein. Vous connaissez peut-être ou peut-être pas. En tout cas, pas comme vous le pensez. Alors, c'est l'histoire, tout d'abord, d'un jeune homme qui, juste est dans son bateau, en Arctique, il me semble, voilà, dans un des pôles. Et ce jeune homme va voir, donc il est le capitaine de son bateau, et il va s'apercevoir que là-bas, sur les rives enneigées, il y a un homme très grand qui est sur son traîneau et qui passe. Je trouve ça un peu bizarre parce que normalement c'est pas une zone qui est habitée, mais il se trouve que plusieurs minutes plus tard, lui et son équipage vont s'apercevoir qu'il y a un autre homme sur cette île enneigée. Et cet homme, lui, par contre, est en difficulté. Ils décident donc de le sauver. Et cet homme qu'ils ont sauvé se trouve être le docteur Victor Frankenstein. Donc après le récit épistolaire du capitaine de bateau, nous reprenons donc la main avec le récit de Victor Frankenstein. Comment est-il atterri sur cette île? Donc là, on va retrouver une base que vous connaissez très certainement. Le docteur Frankenstein est parti faire ses études dans un pays étranger et une fois là-bas, s'est pris de passion pour la médecine. Mais il sera tellement passionné que il commence à en perdre un peu la raison. Toute cette nouveauté, ça vraiment l'éblouit. Et du coup, il décide de recréer la vie. Pour cela, il récupère des morceaux de cadavres à droite à gauche et décidera d'assembler le tout pour en faire une créature. Mais c'est qu'une seule fois sa création accomplie qu'il se rendra compte de l'immondice qu'il a créé. Mais il était trop tard. Il s'évanouira et à son réveil, la créature ne sera plus là. Donc ça, c'est le synopsis. Je vais vous spoiler un petit peu. La créature, du coup, est effectivement partie. Elle a observé un peu le monde, découvert comment étaient les gens en dehors, etc. Et finalement, la créature est devenue intelligente, a appris à parler, à lire, et s'est demandé pourquoi j'existe. C'est ainsi qu'elle retrouvera du coup le docteur Frankenstein et qui lui posera directement la question.
Et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve avec le récit emboîté dans le récit. La créature nous raconte justement comment elle a appris à lire, écrire, etc. Donc, je vais pas vous spoiler entièrement l'œuvre parce que je vous la conseille, tout simplement. C'est un excellent roman. Déjà, la plume de Marie Shelley est hyper accessible. On est sur un classique, évidemment, un classique littéraire. On a la chance d'être français et effectivement, les traductions ont tendance à être légèrement modifiées, simplifiées lorsqu'on passe de l'anglais au français. Et ici, peut-être que c'est le cas, ou peut-être juste que Marie Shelley avait déjà une plume relativement accessible. Mais ici, du coup, même si la narration reste parfois peut-être un peu lourde pour certains, on a quand même quelque chose de très simple à lire. Donc ce roman du coup est considéré comme un roman gothique, donc avec créatures, etc. Mais c'est aussi un des premiers fondateurs de la science-fiction. Parce qu'ici on retrouve évidemment l'aspect docteur, scientifique fou qui va recréer quelque chose, donc on est purement dans la science et la fiction. On n'a pas encore réussi à recréer la vie comme ça à ce point-là. Donc d'où le terme science-fiction. Il se trouve que d'ailleurs, il se pourrait que l'histoire ait été aussi un petit peu influencée, en tout cas la création de la créature, ait été influencée par une affaire, l'affaire George Foster, qui était un criminel dont le cadavre a servi à faire une expérience de galvanisme. Et qu'est-ce que c'est que le galvanisme? Parce que je me suis aussi posé la question quand j'ai lu l'information. C'est tout simplement le fait de passer des électrochocs, donc de passer du courant électrique, de l'électricité tout simplement, dans le corps pour le faire bouger. Effectivement, nos muscles fonctionnent avec de mini décharges électriques, notre corps est électrique. Et du coup, il a été essayé de modifier un petit peu, de jouer avec le cadavre pour essayer de le mouvoir. Donc ici, il est possible, comme la créature justement utilise ce concept d'énergie électrique pour mouvoir son corps et puis son cerveau, il est possible effectivement que ce soit ce qui ait inspiré Marie Shelley, comme c'était une affaire qui était relativement connue de son temps. Bon, là peut-être que vous vous dites, alors cool, pourquoi pas le lire, en plus c'est un classique, etc. Donc ça fait toujours ça à ma culture. On aime brillant en société, hein. Moi j'aime bien. Je m'en cache pas. Mais du coup, comment on peut lire ce roman si on n'est pas habitué à la lecture classique, si on a du mal à se mettre dans les romans, etc. Ce que je comprends, c'est pas toujours facile, et puis quand bien même, des fois ça peut prendre plusieurs mois de lire un livre, parce que chacun son rythme. Et si vous voulez le découvrir au plus vite, moi ce que je vous conseille, c'est l'excellente, je dis bien excellente, adaptation de Junji Ito. Junji Ito, que vous connaissez peut-être si vous lisez du manga, donc effectivement ici on est vraiment dans le manga. Junji Ito est un mangaka horrifique qui du coup a eu l'occasion de travailler à partir de l'œuvre de Marie Shelley. Il se trouve que j'ai fait une grave erreur de mon côté. Je voulais découvrir depuis très longtemps le roman Frankenstein. J'ai eu le malheur de lire le manga avant. Le manga est très, très fidèle au roman. Si vous le lisez, vous n'aurez quasiment aucune lacune par rapport au roman. Donc vraiment, si vous avez besoin ou si vous avez envie de découvrir la véritable histoire de Frankenstein, je vous la conseille. Plus, si vous êtes amateur d'horreur, vous vous retrouverez parfaitement dans le style graphique de Junji Ito, qui est un auteur qui adore traiter de la déstructuration des corps. Et en l'occurrence, quoi de plus déstructuré qu'un humain restructuré? C'est beau ça, je le garde. Mais du coup, peut-être que là, dans votre tête, vous vous dites, attendez, parce que moi, quand on me dit Frankenstein, déjà je pense à la créature, et je pense à un grand gaillard avec une tête un peu carrée, des vis là, et il est con. Voilà, dans votre tête, Frankenstein il est con.
Et bah, vous avez à moitié raison. Dans le roman, il faut savoir que ce n'est pas le cas, je vous l'ai dit, la créature, elle a appris par elle-même à parler, elle a appris à écrire en observant les gens. C'est assez impressionnant, hein, je vous le dis, c'est pas donné à tout le monde, et surtout qu'elle l'a appris vachement vite, vous le découvrirez de toute façon en lisant. Mais du coup, pourquoi, dans l'imaginaire collectif, on a une créature qui est aussi stupide, une créature qui est presque proche du zombie? Eh bien tout ça, c'est dû à l'adaptation de Frankenstein de 1931. Donc il faut savoir du coup que là je vous parle du film de 1931, mais il y en a eu un autre juste avant, 20 ans quand même plus tôt effectivement, vu qu'on a eu un petit court-métrage en 1910. Le court-métrage d'ailleurs qui est disponible sur YouTube et que je vous mettrai dans la description. Et donc, on va commencer d'abord, avant de parler de la créature bête que vous connaissez tous. De quoi parle le film de 1910 ? Le film de 1910, il n'est pas bien différent du roman, puisqu'on retrouvera aussi le docteur Victor Frankenstein, qui crée une créature, et celui-ci va voir la créature se venger de son existence, du fait d'avoir été créée. Donc, super. C'est tout ? Et bah oui. Le film en fait est très très court et on va juste voir la créature apparaître, tourmenter Victor, et puis la fin. Voilà. Il n'y a pas grand chose de plus. Mais par contre, je vais quand même vous conseiller cette œuvre visuelle, déjà parce que pour la culture, genre c'est fou, c'est un film de 1910 qui est muet du coup, évidemment. Qui reprend un grand classique de la littérature et qui surtout a une idée de mise en scène impressionnante. J'ai été absolument captivée par les idées de mise en scène du court-métrage de 1910. Pourquoi ? Eh bien tout d'abord, l'idée de la création de la créature. Ici, on ne vous parle pas de morceaux de corps qui auraient été collés les uns aux autres pour faire un espèce de grand bonhomme. Non. Ici, Victor doit être un peu magicien parce qu'il a fait une potion, il a mélangé 2-3 trucs, il a fait un cadabra, il n'a pas littéralement fait un cadabra, mais voilà, dans l'idée. Et de son chaudron, il y avait un squelette, et sur ce squelette, la peau commence à s'attacher pour former un être humain. Dans la mise en scène, je vous parle de 1910. 1910, il n'y a pas encore le son. Et pourtant, ici, on a un squelette sur lequel se greffe de la peau, de la chair. Et bon, il se trouve que comment ça a été fait, l'image juste a été renversée. Voilà. L'image a été mise à l'envers. Et donc, du coup, de base, on avait un mannequin avec un squelette couvert de chair. Le tout a été brûlé. Et du coup, cette décomposition de la chair sur le squelette a été mise à l'envers pour qu'on ait l'impression qu'on parte du squelette et que par-dessus se greffe de la chair. Et le tout a été un peu accéléré pour dynamiser le tout. Donc déjà, moi, c'est une idée que j'ai adorée. J'ai trouvé ça assez impressionnant, encore une fois, surtout pour l'époque. Parce que pour le coup, l'époque, moi je trouve qu'il faut vraiment avec les moyens du bord. Et j'adore ça. Vraiment, j'aime beaucoup ça. Et le mieux après... Alors, le mieux... Non, ça j'avoue que c'est ce que je préfère dans ce court-métrage de 1910. Mais ce qui est aussi très 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 sympa, c'est que tout le film se joue avec un miroir. La scène principale va être la chambre du docteur Frankenstein, dans laquelle fera des fois les apparitions de la fiancée du docteur, mais aussi de la créature. Le tout nous donnant lieu à des... comment dire ? La structure du miroir nous permet d'avoir de voir ce qui se passe en face du personnage qui est filmé, d'agrandir la pièce et de changer la perspective de la scène. Et ça, c'est quelque chose qui est globalement bien maîtrisé pour 1910, encore une fois, et qui est très malin, surtout vu le retournement de situation à la fin.
que je ne vous spoile pas, mais qui est pas du tout le même d'ailleurs que dans le roman de base. Donc vraiment, j'ai été assez impressionnée par ça. Donc vraiment, c'est pour ça aussi que je tenais à vous parler de ce court-métrage de 1910 qui, encore une fois, est disponible sur YouTube et dans la description. Enfin, dans la description sur YouTube. Mais du coup, maintenant revenons au principal intéressé, celui qui a popularisé une créature stupide, le film de 1931. De quoi parle le film de 1931 ? C'est l'histoire de Henry Frankenstein. Effectivement, Henry étant normalement dans le roman le meilleur ami de Victor, ici sera en fait le docteur en lui-même, et le meilleur ami du docteur Henry Frankenstein s'appellera Victor. Écoutez, c'est un choix. Et donc, ce professeur Henry Frankenstein va être pris d'un accès de folie, tout comme le véritable docteur, et décider de faire sa propre créature, de créer la vie à partir de morceaux de cadavres. Étant étudiant dans une fac de médecine, il demande à son Igor de compagnie, son sidekick, d'aller chercher le cerveau qui est étudié actuellement en fac. Donc il se trouve par contre que ce sidekick, ce Igor qui en fait s'appelle Fritz, est totalement con. De toute façon, c'est justement l'archétype du Igor qui est le bossu, moche et qui assiste le scientifique fou. Ça va être ici, voilà, c'est Fritz. Et Fritz, du coup, va aller chercher le cerveau demandé par Victor. Sauf que, petit problème, à l'université sont étudiés deux cerveaux, un cerveau sain, entre guillemets normal, et ce cerveau sain et normal est mis en comparaison avec un cerveau criminel. Ah oui, parce que le cerveau des criminels est très différent. Et donc, du coup, Fritz, une fois arrivé à l'université, vole le cerveau sain. C'est bon, il est con, mais il est pas con à ce point. Il vole bien le cerveau qui est sain, qui est normal, pour justement créer un humain normal. Sauf que Fritz, toujours un peu con, se fait surprendre par un bruit dans le couloir. De surprise, lâche le bocal du cerveau sain et se dit « C'est pas grave, il y en a un autre à côté !» Voilà. Sentez la bêtise venir. Et oui. Et du coup, effectivement, il donnera le cerveau criminel pour l'intégrer à la créature. Et là, on a toute la famille et les amis de Henry Frankenstein qui viennent et qui font « C'est pas bien de créer des gens et de faire des expériences !» Et lui, il fait « Je suis fou !» C'est un résumé comme un autre. Et donc, du coup, il ne les écoutera pas. Et on aura la fameuse scène « It's alive! Alive !» que je vous passe parce que je l'adore. Voilà, elle est belle, hein. Et une fois que it's alive, en fait, on va se rendre compte que la créature, elle est un peu criminelle. Voilà. La créature, elle est pas gentille. Et donc, du coup, elle sera enfermée dans une cave où elle sera torturée par Fritz jusqu'à ce que la créature en ait marre et se casse en ville. Que peut faire une créature avec un cerveau de criminel? Parce que le cerveau de criminel, encore une fois. Et que peut faire une telle créature dans la ville? Eh bien, tout simplement, il va se lier d'amitié avec une petite fille avant de la balancer dans le fleuve. Ça donne lieu à une scène très très marrante que j'ai beaucoup aimée. Vraiment, il attrape la meuf, la petite fille, et il est hop là, c'est ciao. No, you're hurting me! No! Et donc à partir de là, sera lancée la fameuse course-poursuite avec des fourches
effectivement une fourchette de torche, parce que c'est ce film-là qui vous met les bases que vous avez dans la tête. Et je ne vous dis pas forcément la fin, mais du coup, ce film est hyper intéressant. Alors, le film en lui-même, non, moi je l'ai pas vraiment aimé, je l'ai trouvé un peu chiant. Voilà, je vous le dis pas. La mise en scène est pas hyper créative, la réalisation est pas dingo. Le film traîne un peu en longueur, et pourtant il est court, hein, il est court, mais je l'ai trouvé très long. Et ouais, non, vraiment, juste... le film est sympa, il est bien, mais il est pas... c'est pas un classique qui m'a enjaillé. Par exemple, Nosferatu, j'ai beaucoup plus aimé. Voilà, Nosferatu, c'est un grand coup de cœur pour moi. Et là, on se retrouve avec un film qui est juste sympa. Mais par contre, ce qui est très 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 intéressant et ce qui donne la plus-value à ce film, ce qui fait que ce film est un immanquable, c'est que c'est lui qui va poser toutes les bases d'un genre. Déjà, je vous parlais là de la course avec les fourches et les torches, c'est un classique. C'est un classique. Je ne me parle pas de chasse de la créature si je n'ai pas des fourches et des torches. Moi, je ne chasse ma créature qu'avec des fourches et des torches. Et ben voilà. Donc déjà, ça va inventer ça. Mais de même, c'est ce film-là qui a posé l'idée même de la créature de Frankenstein. Aujourd'hui, vraiment la représentation que nous avons tous de la créature vient de ce film-là. Sa tête carrée, ses vis, son teint un peu verdâtre. Bon là, on ne sait pas s'il est verdâtre parce que le film est en noir et blanc, mais plus tard, il me semble qu'il est un peu verdâtre. Quand il commencera à y avoir la couleur, il me semble qu'il est un peu verdâtre. J'ai pas regardé toute la saga, je suis désolée. Mais oui, c'est vraiment lui qui pose toutes les bases. Et je vais vous parler de Igor. Igor, moi, c'est quelque chose qui me fascine. Parce que, déjà, Igor s'appelle pas Igor, il s'appelle Fritz. Mais du coup, pourquoi je l'appelle Igor ? Parce qu'il y a... déjà parce que vous connaissez tous Igor. Enfin, si vous ne le connaissez pas tous, c'est un cliché qui est très très commun et qui est très généralement associé au prénom Igor. Il se trouve que là, le prénom est Fritz, mais dans le troisième film, le fils de la créature de Frankenstein, il me semble, à ce moment-là, le sidekick sera Igor. Ce sera son nom. Quel ? Mais du coup, Fritz, par contre, est lui-même la représentation du Igor. On a ici un bonhomme bossu, pas très malin, qui assiste un génie diabolique. D'ailleurs, Igor, c'est un cliché que vous pourrez retrouver dans le film Igor, un film d'animation que je n'ai pas vu, parce qu'il ne me tente pas, voilà, je vais être honnête, mais que vous pouvez revoir aussi dans Frankenweenie. Frankenweenie qui reprend énormément cette mythologie du conte de Frankenstein, particulièrement du film principalement, parce que on retrouve déjà toute l'imagerie en noir et blanc, mais aussi toute la dynamisation de récupérer les éclairs du toit avec la table où la créature est allongée, tout va être monté, puis on a aussi justement ce voisin bossu et un peu bête qui veut aider Victor, le personnage principal de Frankenweenie, qui veut l'aider, qui veut l'assister, mais qui est totalement débile, un peu comment dire, fallacieux, qui est un peu égocentrique, qui aime jouer de sa puissance quand il en a, alors que c'est un personnage qui est très très faible sur beaucoup de points. Donc vraiment dans Frankenweenie, on retrouve un peu tous ces clichés-là, et c'est de bons clichés, hein, et Frankenweenie est très sympa. Je vous le conseille pour le coup. En plus, si vous aimez Tim Burton, déjà, soit vous l'avez déjà vu, soit vous allez aimer. C'est tout bénef. Donc voilà, c'est... Le film de 1931 est tout simplement un classique qui pose les bases. Et c'est pour ça aussi que j'allais vous montrer le manga, mais non, que le roman. C'est pour ça que le roman est un immanquable, tout simplement. Car c'est lui qui a posé énormément d'images qu'on a aujourd'hui de l'horreur, de créatures horrifiques. De tous ces clichés qu'on peut avoir. Ça vient de ce roman qui lui-même est fantastique.
Et encore une fois, si vous ne pouvez pas lire de romans ou que vous ne vous sentez pas lire de romans, le manga existe. Voilà. Je suppose aussi qu'il y a un audiobook ou quoi que ce soit, donc allez-y. D'ailleurs, on rappelle que Frankenstein est libre de droit, donc vous pouvez très facilement trouver les PDF sur Internet. Voilà, donc si jamais vous avez un petit budget, bon, déjà vous pouvez voir que là mon édition est 4€, mais vous pouvez également le trouver en occasion, certainement dans des boîtes à livres, et surtout effectivement en PDF, en ligne, gratuitement. Donc c'est pour ça que je voulais vous conseiller Frankenstein, qui est à la fois un très bon roman, aussi visiblement un très bon manga, mais qui fait également un excellent court-métrage de 1910 et un film qui pose les bases en 1931. C'était ma première vidéo de comparaison de format où je vous parle d'une œuvre que j'ai appréciée. Peut-être que je vous parlerai d'œuvres que je n'ai pas appréciées, mais celle-là je l'ai adorée. Et je vous souhaite une très 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 bonne journée. Et n'oubliez pas de lâcher un like et un commentaire. Ciao!